grottes nichées de calotins, comme disent les Bleus, puis on les a bien sûr massacrés et on a mis le feu. La France n'a jamais exterminé un peuple. La France n'a pas inventé la solution finale. Très tôt, il décide de l'extermination. Mais vous savez, ce n'est pas une spécificité de la Révolution française. La France est un des rares pays au monde à n'avoir jamais cédé à la tentation totalitaire. C'est des cris épouvantables dans la campagne et il faudra attendre le soir pour que des gens viennent constater, n'est-ce pas? La France n'a pas commis de crime contre l'humanité. La France n'a pas commis de génocide. On a poussé jusqu'au bout l'expérience en Vendée parce qu'on a voulu en faire un laboratoire. Ils ont entassé des fagots de bois, de fournis à l'entrée de la caverne et ils ont tout fait brûler, hommes, femmes, enfants. Nous avons retrouvé l'intégralité du dossier. La première chose qui frappe, c'est celle-ci. Des calvaires et des croix, partout, à chaque carrefour, presque à chaque coin de rue, chaque route de campagne, au détour de chaque parcelle de terre. Comment expliquer cette multitude de signes? Le paysage religieux de Vendée est lié à son histoire. Son histoire, ce sont les guerres de Vendée. Depuis l'effroyable épisode qui a vu martyriser cette partie de la France durant près de 6 ans, l'eau a coulé sous les ponts bien sûr, mais les traces sont présentes plus que jamais. 1789, ce qu'on appelle à tort la Révolution française, éclate à Paris. Non dans toute la France, mais dans la capitale, essentiellement. Non tout un peuple, mais quelques milliers d'individus à peine. Plus précisément, quelques centaines de personnes au départ, haineuses de la monarchie et manœuvrant pour son renversement. L'historien et journaliste Pierre Gaxotte, ancien membre de l'Académie française, écrira dans son livre sur la Révolution que les événements éclatent dans un pays florissant et en plein essor, non dans un pays épuisé. Cette révolution est vivement désirée par l'Angleterre qui déteste la France. La France qui est encore la deuxième puissance maritime au monde. Autre raison, le royaume de France domine par sa langue qui est parlée dans les cours royales, notamment à la cour britannique. La France domine enfin par sa culture qui fait l'admiration de tous. Pour se convaincre de la joie des politiciens anglais lorsqu'éclate la Révolution, il suffit de lire Edmund Burke, politicien britannique de l'époque. Les Français se sont montrés les plus habiles et révolutionnaires artisans de ruines qui aient jamais existé au monde. Ils ont entièrement renversé leur commerce et leur manufacture. Ils ont fait nos affaires, à nous, leurs rivaux, mieux que 20 batailles n'auraient pu le faire. C'est dans ce contexte de la haine de la France, la haine de la monarchie, qu'un petit groupe, au départ quelques centaines de personnes seulement, parmi lesquelles les sinistres Robespierre, Marat, Rebelle, Carnot, Danton, vont faire basculer le régime et plonger le pays dans la terreur. Les premières exécutions commencent au nom d'une soi-disant liberté. Des villes comme Marseille et Lyon tentent de se soulever contre cette république naissante et dans l'Ouest, la Vendée, proclamant son soutien au roi et à Dieu, se révolte. Jusqu'à une période récente, tous les historiens et tous les descendants, tant des victimes que des bourreaux, étaient d'accord pour dire que la guerre de Vendée était exclusivement une guerre civile, avec des atrocités de part et d'autre, des dérapages, etc. Bien entendu, la guerre de Vendée est avant tout une guerre civile. Il y en a un peu partout en France. Mais au-delà de cette guerre civile, il y a quelque chose de nouveau qui va se mettre en place,
qui est réfléchi au plus haut niveau de l'État, qui est organisé, planifié, c'est l'extermination de l'autre, non pas pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il est. Ce qu'il est, c'est tout ce que la République vomit. Le Vendéen est catholique, attaché à Dieu, à ses prêtres, à ses ordres religieux. Il est attaché à ses traditions de toujours, profondément attaché au roi de France. Il faut donc le traiter comme ennemi du peuple et rapidement l'éliminer. Voici des documents exceptionnels, les preuves des plans d'extermination que Reynald Secher a retrouvés dans les archives nationales à Paris. La lecture de ces documents officiels glace le sang. Ici, on lit par exemple ceci. Le comité de salut public a arrêté que les brigands, autrement dit les Vendéens, doivent disparaître en peu de temps. Non seulement de la Vendée, mais de toute la surface de la République. Et voici le rapport du général français républicain Westermann. Il n'y a plus de Vendée. Elle est morte sous notre sabre libre avec ses femmes et ses enfants. Je viens de l'enterrer dans les marais et les bois de Savenay. J'ai écrasé les enfants sous les pieds de nos chevaux, massacré les femmes, qui au moins pour celles-là n'enfanteront plus de brigands. J'ai tout exterminé. Nous ne faisons pas de prisonniers, car il faudrait leur donner le pain de la liberté, et la pitié n'est pas révolutionnaire. Un sinistre politique écrira notamment « Plaçons la terreur à l'ordre du jour ». Alexandre Minier du Journal de Paris parlera des Vendéens comme d'une race exécrable et le député de l'Eure, Adrien Francastel, de race abominable. Quelles sont les raisons profondes du soulèvement progressif et général de la Vendée et des départements voisins ? La constitution civile du clergé, un problème de conscience qui oblige les Vendéens à prendre la lutte, car il leur est impossible de servir la cause révolutionnaire. Autre raison, on va imposer aux hommes de 18 à 40 ans de servir dans l'armée républicaine destinée à combattre l'Autriche. Un tirage au sort est effectué. Pour se défendre, les paysans viennent chercher un certain Jacques Catlino, lui demandant d'être leur chef. Catlino habite cette petite maison du Pain aux Mauges. Les paysans sollicitent également Charette dans le pays de Ré, Delbé, Bonchamp, Sapineau de la Verrerie, Lescure et Stofflet. La grande armée catholique et royale se constitue parmi ses chefs un jeune homme remarquable, et par la bravoure qu'il manifestera dans les combats, et par l'âge qui est le sien, car il n'est âgé que de 20 ans. Son nom, Henri de la Roche-Jacquelin. Ce 13 avril 1793, ce seront près de 2000 paysans qui viendront le chercher, ici même, dans la cour de son château aujourd'hui en ruine, car plus tard, brûlé 5 fois par les républicains. Voilà, et c'est donc ici à gauche. Nous sommes au cœur de la Vendée en compagnie de Jean Camille et Meuriot. Il est restaurateur de profession.
il a écrit un ouvrage passionnant racontant l'histoire de ses ancêtres. Il nous emmène à proximité du village de Chantosso, un village où 27 personnes ont été massacrées par les Bleus, par les soldats républicains. Nous sommes le 17 mai 1794. Déjà, les colons finlandais ont déjà ratissé Chantosso et toute la région déjà au mois de mars. Mais voilà que tout d'un coup, on entend à nouveau des coups de feu. Les gens s'affolent, les Bleus reviennent, et c'est vrai, les Bleus revenaient. Alors les gens ont pris peur, il y a 27 personnes environ du bourg de Chantosso qui sont partis se réfugier ici dans une ancienne caverne qu'il y avait dans le vallon là. Les Bleus en arrivant ici, ils ont entassé des fagots de bois, de fournis à l'entrée de la caverne et ils ont tout fait brûler, hommes, femmes, enfants. Nous nous rendons chez Jean Camille à quelques kilomètres d'ici. Jean Camille veut nous montrer un document d'époque, le registre d'un prêtre du village de Drain qu'il a sauvé de la destruction il y a quelque temps. Dans ce registre, le prêtre y a consigné les meurtres qui ont eu lieu sur la commune. Gens massacrés les 16 et 17 mars en 1794 par l'armée révolutionnaire, et là ça a été rayé, ça a été raturé, dont la mission était de mettre tout à feu et à sang dans la Vendée. Et alors là, j'ai retrouvé la liste de tous les massacrés de Drain, et dont ceux qu'on a massacrés dans la forêt du parc, où il y a les noms de mes ancêtres, évidemment. Mais ce n'est pas la seule. Toutes les familles de Drain ont été en grande partie massacrées. Parce qu'en fin de compte, quand on fait le compte, il y a 160 et quelques victimes. Sur la commune ? Oui. Les mois passent, les massacres se répètent. Parce que la République ne parvient pas à mater les Vendéens, elle va semer la terreur. Parmi les massacres qui resteront dans les mémoires des habitants, les Lucs-sur-Boulogne. Ici, c'était réfugier des femmes par ce chemin, n'est-ce pas, poussés en quelque sorte par les Bleus et avaient pénétré dans la chapelle. Donc, on les a évidemment éliminés, exécutés, puis ensuite on a mis le feu à la chapelle. Le massacre a beaucoup marqué parce qu'il a eu lieu dans des conditions absolument épouvantable. On cite par exemple dans un village le cas d'une jeune femme qui est enceinte, que les Bleus vont assassiner, lui arracher la langue et ensuite lui arracher l'enfant qu'elle porte, etc. C'est des cris épouvantables dans la campagne. On a un document ici extraordinaire qui est absolument indéniable. C'est le registre que tenait le curé du temps, qui est l'abbé Barbedette, qu'on surnommait par ici le curé Grand-Beau. Il a laissé un registre où tous les noms sont consignés. Donc on peut suivre village par village les atrocités. On peut connaître les atrocités, ou plutôt les destructions humaines dans chaque famille. Par exemple, la famille Simoneau, je crois qu'elle compte 18 victimes. Et voici, dans la chapelle construite sur les ruines de l'ancienne église, le nom des 564 victimes des Lucs-sur-Boulogne. Parmi elles, 110 enfants de moins de 7 ans, 33 enfants de moins de 2 ans et des bébés tout juste nés. Il y aura le massacre des Lucs-sur-Boulogne, il y aura aussi, à 105 km d'ici, le massacre de la forêt de Vezin. Un camp de réfugiés, des paysans et leurs familles, mais aussi un hôpital de campagne. C'était le quartier général de Stofflet. À la suite d'une trahison, les républicains vont assassiner près de 2000 personnes. Puis le feu sera mis à la forêt. Il y aura enfin les noyades dans la Loire, imaginées par Jean-Baptiste Carrier. Noyades où le sadisme sera poussé à l'extrême. On attachait les hommes et les femmes ensemble, nus, et on faisait couler les embarcations. Les tortionnaires appelaient cette pratique les mariages républicains. Si les noyades prenaient trop de temps, on perçait les malheureux à coups de baïonnette. Au moins 5000 Vendéens mourront de cette atroce manière.